Alors, du coup, on va prendre un petit peu de hauteur spatiale, du moins, changer un peu d'échelle et partir sur des échelles plus larges. Donc, je remercie Corinne et Léa de m'avoir proposé de faire cet exposé. Et juste m'excuse par avance, parce que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la vie, mais plutôt de différents modèles de plantes. Et je suis ravie de pouvoir développer dans le projet Gator avec Pamela et Charlotte ces différents concepts, mais cette fois-ci à la vie. Alors, on va. Hop. Bon. J'ai vérifié. C'est moi qui sais peut-être. Non, ça a marché il y a 2 minutes. Je peux me le faire. Non, mais je l'ai testé. Je vais faire un petit peu. Il n'y a pas de raison. Non, non, il faut des faits plus loin. Ah. Tu vas te faire ouvrir par le. Ah ouais. Voilà. Il fonctionne habituellement. C'est bon, on va commencer avec les flèches. C'est la part immense du comité de cette forme. Moi, je pourrais vous faire quelque chose. Désolée. La deuxième méthode, donc, du coup, pourquoi on parle un petit peu de paysage par rapport aux micro-organismes? Et finalement, ces micro-organismes, ils sont tout petits, ils sont très nombreux dans l'environnement. En fait, pendant très longtemps, on a considéré qu'ils n'avaient pas de problème du tout de dispersion, parce que justement, de par leur petite taille, ils pouvaient se déplacer à des grandes distances. Et c'est contrairement aux macro-organismes, et c'est seulement finalement dans les années 2000-2010 qu'on a commencé à s'apercevoir que les micro-organismes, malgré leur petite taille, ils étaient quand même limités dans leur dispersion, et que si on analysait en fait le microbiote de plantes à des distances différentes d'un habitat source, on voyait une diminution de cette diversité des micro-organismes uniquement liée à la distance à la source de micro-organismes. Et c'est pour ça que pendant longtemps, les questions sur l'impact de l'intensification agricole sur le microbiote ont complètement négligé finalement cette approche que cette intensification agricole, elle joue aussi sur le paysage, elle joue beaucoup à l'échelle locale avec les pratiques, les types de cultures que l'on met en place, et les génotypes que l'on sélectionne et les traitements phytosanitaires. Ça, c'est bien documenté, enfin, en tout cas, c'est vraiment un cœur de recherche important sur le microbiote des plantes. Il y a beaucoup de choses qui se font et on commence à comprendre un peu les mécanismes. Mais cette intensification agricole, elle joue aussi sur le paysage avec des modifications de l'hétérogénéité du paysage, une homogénéisation de ce paysage avec une destruction, par exemple, des habitats sous-naturels. Et on n'a jamais trop étudié ces liens en fait, sur le microbiote, parce qu'on s'est dit finalement le microbiote, lui, se disperse correctement, le paysage, ce n'est pas la bonne échelle pour ce microbiote. Et comme je vous disais, en fait, on commence à revenir un petit peu sur cet a priori. Alors, avant de passer sur... voilà, donc ça, c'est des exemples en fait, de paysages vraiment très intensifs qu'on peut... Enfin, qui intensif, c'est vrai que je place la ligne, le paysage viticole là-dedans, puisque finalement, on a des vignes partout et très peu d'habitats semi-naturels. La diversité, elle se retrouve à une autre échelle, on va en parler tout à l'heure.
Mais c'est le cas aussi dans les paysages de grande culture ou dans les paysages de vergers intensifs. Et c'est vraiment à cette échelle-là qu'on va essayer de travailler dans le projet d'étude pour voir finalement s'il y a des paysages qui pourraient être intéressants pour améliorer le microbiote des plantes. Alors, quelques petites diapos pour expliquer un peu ce que j'entends par paysage. Il y a plusieurs définitions, donc on parle bien plus de la même chose, et surtout, voilà, c'est une approche parmi plein d'autres que vous auriez peut-être pu entendre parler par ailleurs. Donc, dans le cadre de cet exposé, je vais m'intéresser à un paysage qui est défini comme un ensemble de tâches d'habitat. Donc, ces habitats, ils sont délimités en fait physiquement, souvent par l'occupation du sol, par des usages qui sont menés. Et ces limites, elles sont perçues par les organismes, donc ça va conditionner en fait certains processus écologiques associés à ces organismes. Alors, l'important aussi, c'est qu'un paysage, c'est quelque chose qui est distribué spatialement. Ces habitats vont avoir une localisation dans l'espace et dans le temps, qui va conditionner les interactions entre ces unités dans le paysage. Ces interactions, c'est par exemple la dispersion. On va avoir des mouvements en fait, d'organismes dans le paysage qui sont liés au positionnement spatial de ces habitats et alors, par exemple, degré de connectivité, de lien en fait, entre ces habitats. On va avoir des réservoirs de biodiversité dans le paysage, à partir duquel on pourra avoir une dispersion pour les habitats qui seraient peut-être un peu plus dégradés en termes de biodiversité. Et on va aussi avoir des flux qui ne sont pas des organismes, mais plutôt de l'eau, de la matière, de l'énergie, qui va se développer et qui peut conditionner aussi la biodiversité. Alors, à des échelles plus fines, dans ce paysage, on a aussi ce qu'on appelle des échanges d'interface entre habitats de nature différente, sur lesquels on va aussi se pencher dans le cadre du projet d'école. Les effets de bordure, avec comment, en fait, la composition de l'habitat qui est juste à proximité de la parcelle ou juste à côté peut conditionner, en fait, les flux de micro-organismes qu'on observe dans une parcelle donnée. Alors, il y a plusieurs façons de décrire le paysage, selon les auteurs, et même initialement, on s'intéressait vraiment à décrire le paysage comme un ensemble binaire. Il y a l'habitat d'intérêt et puis tout le reste. La matrice du paysage, on ne sait rien, et qu'on ne prend pas en compte. Et on va regarder comment les habitats d'intérêt sont connectés ou sont isolés les uns des autres. On modifie un petit peu, enfin, de plus en plus cette approche pour passer à une approche mosaïque, c'est-à-dire que dans le paysage, en fait, tout n'est pas blanc ou noir, on a des habitats d'intérêt, mais on a aussi plein d'autres habitats qui peuvent parfois être des habitats alternatifs, complémentaires à des cycles de vie de certains organismes, et c'est vraiment l'ensemble qui est important pour comprendre les processus qui régissent la préservation de la biodiversité. Alors, au sein de ces deux approches, je m'arrêterai là en fait sur un peu le démarrage de l'explication sur le paysage. En fait, on a plusieurs théories, on ne va pas rentrer dedans, mais ce qui nous intéresse parfois comme métrique finalement à regarder, ce qui caractérise un paysage, c'est déjà quand on se centre sur l'habitat, c'est sa quantité dans le paysage ou son isolation, son isolement géographique. Donc la distance, en fait, qui va conditionner les flux d'espèces, par exemple, entre deux tâches d'habitat. Et si on regarde la mosaïque, ça peut être la notion d'hétérogénéité, le fait d'avoir une mosaïque très diversifiée en occupation du sol. Donc ça, c'est l'hétérogénéité de composition. Ou une mosaïque qui, peu importe sa diversité, va être un agencement soit de gros agrégats, soit de petits agrégats. Ils sont du coup plus entremêlés, avec des effets d'interface importants et des distances plus petites entre habitats de même nature. Donc ces principes-là, on va les transposer cette fois-ci au micro-organismes et on va regarder en quoi ils peuvent jouer sur le microbiote des plantes. Alors, jusqu'à maintenant, depuis en fait, l'émergence de l'écologie du paysage, donc, qui est la discipline qui étudie comment la structure des paysages joue sur ces processus écologiques, on s'est intéressé d'abord sur les mammifères, notamment les espèces graves ou endangerées, puis les espèces invasives qui commencent aussi pour des problématiques de gestion. On a de plus en plus d'effets sur les plantes parce qu'on s'est rendu compte que les plantes sont hypersensibles aussi au paysage. Et maintenant, on se demande si finalement, c'est l'écologie du paysage dont on connaît maintenant très bien, finalement, très bien. Beaucoup de recherches dessus, mais on commence à connaître un peu les théories,
la biodiversité, les liens paysage biodiversité et le lien aussi indirect via d'autres processus que juste la dispersion. On va essayer de voir comment ça peut s'appliquer sur nos micro-organismes, parce que, a priori, ça devrait pouvoir s'appliquer maintenant qu'on a vu dans nos observations de terrain qu'il y a bien un effet de ce paysage sur la dispersion. Alors, quand on s'intéresse en fait aux micro-organismes, dans notre cas à l'écobio, on va s'intéresser surtout aux micro-organismes qui sont associés aux plantes, parce que finalement, c'est des espèces qui vont nous permettre de comprendre en fait la croissance, la reproduction et la résistance aux maladies de ces plantes. Et ils vont être un modèle particulièrement intéressant par rapport à cette notion de paysage, parce que ça veut dire que la plante, elle va recruter son microbiote. Et finalement, le paysage, ce n'est pas forcément l'occupation du sol, l'habitat en général, mais c'est plutôt les hôtes qui constituent cet habitat. Donc, on va passer d'une approche où on va décrire le paysage sur la base d'un habitat. Là, il y a du maïs, là, il y a de la prairie, là, il y a de la forêt, là, c'est de la zone anthropisée, à plutôt un paysage qui va constituer un certain nombre d'hôtes qui vont être plus ou moins associés de manière préférentielle avec un microbiote donné, qui vont être du coup des sources de micro-organismes d'une plante à une autre et qui peuvent coloniser les micro-organismes d'une parcelle donnée. Alors, là, j'ai sélectionné finalement 3 exemples de ce qu'on pourrait en fait envisager, de ce qu'on met à écobio, mais sur une autre plante modèle que la vigne, qui est le blé, donc qui est aussi une culture, une grande culture, mais qui est très différente de la vigne parce qu'elle est effectivement annuelle et beaucoup de processus changent. Donc, il faudra bien considérer que c'est sur le blé et pas sur la vigne. Je présente ces exemples-là. Donc, des exemples qu'on a développés depuis les 5 dernières années. Donc, un premier, c'est plutôt l'approche d'écologie classique de paysage. Donc, on va, comme je le disais, regarder en fait différentes structures du paysage et comment ça va affecter la biodiversité microbienne de la plante cultivée sur le blé. Donc, on va regarder, en fait, on va échantillonner un certain nombre de champs de blé dans des contextes paysagers différents, des contextes d'hétérogénéité de compositions différentes, avec des paysages très diversifiés, des paysages très pauvres, des paysages où tout s'entremêle, et puis des paysages plus allégés, et puis des paysages où on a maintenu encore beaucoup de quantité d'habitation naturelle, donc des sources de biodiversité dans le paysage, et puis des paysages très pauvres. Et tous ces gradients-là sont dissociés les uns des autres dans le plan d'échantillonnage, où on peut vraiment quantifier la part de chacun dans la biodiversité de la plante cultivée. Pour justement répondre à ces questions, est-ce que certains paysages peuvent améliorer le microbiote d'une plante cultivée d'un champ donné situé dans ce paysage, quelle que soit finalement la pratique agricole locale de ce champ. Alors, nos attendus basés sur l'écologie du paysage classique, c'est que quand on a un paysage diversifié, on a des sources différentes de biodiversité, donc a priori ça devrait être plutôt positif. Lorsque l'on a un paysage tout mélangé comme ça, on va avoir beaucoup d'interfaces, beaucoup de flux entrant dans la parcelle de nature différente. Et lorsqu'on a beaucoup de quantité d'habitats semi-naturels dans le paysage, c'est plutôt favorable parce que c'est des sources très riches qui vont coloniser notre parcelle plutôt appauvrie par les pratiques en micro-organismes. Donc, pour cela, on travaille sur un observatoire de recherche sur le long terme. Et donc, dans cette étude, on a échantillonné 35 champs où on a standardisé un certain nombre de pratiques agricoles. C'est des pratiques conventionnelles. Alors, ce n'est pas forcément placé dans un système qui préserve la biodiversité au départ. Mais on a standardisé le précédent cultural, le type de travail du sol, qui est classique, en fait, vraiment non conventionnel. Et on a analysé le microbiote associé au blé, donc à ses feuilles et à ses racines. Donc, on a regardé en fait différents contextes paysagers, comme je vous le disais, donc d'hétérogénéité, de proportion de prairies et de linéaires de haies. Donc, en Bretagne, on a des paysages de bocage avec un mélange de grandes cultures, de prairies et de haies qui séparent tout ça. Donc, avec des gradients, comme je disais, dissociés. Alors, c'est les résultats qu'on a obtenus cette année. Avant de mettre ce petit encart rouge, j'aurais dû déjà vous montrer la différence de réponse entre les compartiments de la plante.
Comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez les feuilles, les champignons sur les feuilles ici, les champignons sur les racines et les bactéries associées aux racines, donc les endophytes. Comme vous pouvez le voir, en fait, que l'on soit une bactérie ou un champignon, on ne répond pas aux mêmes variables du paysage. Et les racines sont a priori beaucoup moins sensibles au paysage, on y reviendra après avec un autre exemple. Probablement parce que la dispersion est plus locale, en fait, comme on le voyait tout à l'heure dans l'exposé précédent, on a des spores dans le sol, donc elles ont du mal même à sortir du sol parfois, le sol peut être bouger. Et de manière générale, cette communauté, elle va être surtout impactée par les pratiques locales. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que parmi toutes ces variables, quand on regarde la mosaïque du paysage, elle peut avoir un effet soit positif, soit négatif sur la diversité du microbiote. Et elle a aussi surtout un effet très fort sur sa composition, donc avec la sélection de certaines espèces de micro-organismes dans certains paysages. Là, je vous répète, on est sur des champs de blé qui ont les mêmes pratiques agricoles locales, donc la seule chose qui change, je simplifie beaucoup, il y a plein de trucs qui changent, mais en tout cas, on a essayé de standardiser, donc c'est vraiment autour de la parcelle et de son objet. Ce qu'on regarde aussi, c'est que les habitats semi-naturels qui sont supposés être les sources, en fait, ils vont beaucoup bouger, ils vont modifier la composition toujours, avec des apports en fait, de l'extérieur par ces habitats-là. Alors, pourquoi les feuilles répondent plus probablement parce que c'est un système plus ouvert, donc vous allez avoir des flux plus importants sur la partie aérienne que sur la partie souterraine. C'est pour ça qu'on a ces différences de réponse de manière générale entre les feuilles et les racines. Et si je regarde de plus près, en fait, quand on regarde l'effet des haies sur les champignons des feuilles, on a plutôt un effet négatif de la diversité. Je le répète, je ne prends qu'une seule métrique qui est en fait la diversité en soi ne veut pas dire grand-chose. On va regarder un peu plus les espèces qui sont sélectionnées, est-ce que c'est des espèces bénéfiques ou pas, etc. Mais sur la diversité, elles vont plutôt peut-être avoir un rôle de barrière à l'arrivée de ces micro-organismes sur les feuilles, et ce qui rend des microbiotes plus pauvres finalement sur ces feuilles de blé. Encore que le lien avec le mécanisme est difficile à faire, puisque un paysage est aussi le reflet de pratiques particulières et peut aussi être des effets indirects que juste l'effet de la haie en tant que tel. Sur les racines, il y a plus de champignons quand on a beaucoup de prairies autour de la parcelle, probablement par cet effet souple dont on parlait tout à l'heure, et par le fait que dans une prairie, on a des espèces qui sont très proches phylogénétiquement par rapport au blé, elles vont transférer beaucoup et partager beaucoup de micro-organismes par rapport à ceux. Alors, le problème, c'est que dans certains paysages, en fait, l'occupation du sol est assez homogène partout et que c'est pas forcément ça qui va être discriminant. Donc, notamment quand on a un paysage que de grande culture, avec un petit peu d'anthropisation du milieu, finalement, c'est la même occupation du sol. Mais cette hétérogénéité, elle est présente dans le paysage, c'est juste qu'elle est cachée, pas visible, elle est juste liée à la répartition des pratiques. Donc, le fait, par exemple, d'avoir de l'agriculture biologique dans certaines grandes cultures et de l'agriculture conventionnelle dans d'autres. Donc, c'est ce qu'on a souhaité faire aussi, donc toujours sur le blé. Cette fois-ci, on a plutôt regardé en fait, dans des paysages majoritairement en culture, l'impact de l'agriculture biologique autour des parcelles étudiées. Donc avec un gradient de 0% de pratiques bio par rapport à des pratiques jusqu'à 40% de champs cultivés en pratique. On a toujours mis les haies, parce qu'on peut pas c'est hyper sacré, donc on a rajouté, on ne peut pas s'en passer. Toujours pareil, des gradients décorrélés. Donc, on a aussi analysé l'effet de la haie à l'échelle locale de la parcelle, et notamment de la distance à la haie. Je vais passer assez vite pour maintenir le temps. Et on s'est posé la question, finalement, quand on regarde les bactéries et les champignons associés à la plante cultivée, à quelle échelle elles vont répondre? Est-ce que c'est à l'échelle de la parcelle, de la pratique que l'on fait, ou de la présence de haies en bordure, ou voire même de l'intrachamp avec la distance à la bordure? Ou est-ce que c'est au paysage, à la quantité de bio autour de soi et à la densité de haies autour de soi? Et en fait, on se rend compte que ces échelles, elles diffèrent selon les phyla. Pour les champignons, c'est plutôt des échelles locales, donc avec notamment l'effet positif de la bio, des effets peut-être négatifs toujours de la haie sur la diversité, je le répète, que sur une méthode très simple, avec peut-être
un effet négatif sur la diversité, mais plutôt un effet positif sur la sélection de certains groupes fonctionnels de ces micro-organismes. Par contre, les bactéries, elles vont répondre plutôt à l'échelle du paysage. Donc, quelle que soit la pratique locale, qu'on soit en bio ou en conventionnel, c'est le paysage qui va apporter un effet positif, parfois, sur la diversité, le fait d'avoir plus de bio autour de sa parcelle conventionnelle. Ce qui est plutôt un espoir, parce que finalement, c'est un peu illusoire que tout le monde se convertisse au bio, il y aura toujours du conventionnel, c'est le modèle économique qui veut ça. Mais quand on a un certain degré de bio autour de la parcelle, finalement, on a un effet sauveteur de la diversité microbienne dans ces champs qui ont des pratiques peut-être un peu moins respectueuses du microbiote. Voilà, je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Et puis le dernier exemple que je souhaitais aussi vous partager, c'est que on a aussi toute une réflexion sur qu'est-ce que la notion de paysage pour un micro-organisme, parce que c'est finalement le paysage de l'homme, le paysage de l'éléphant ou de l'écureuil. En fait, quand on voit la taille d'un micro-organisme, il va mettre des générations et des générations à passer d'une haie à une autre, parce que c'est vraiment la bonne échelle. Alors, visiblement, il y a des trucs qui se passent puisqu'on voit des résultats, mais il faudrait creuser par quel moyen ça se passe. Et on peut aussi changer d'échelle, c'est-à-dire que pour un micro-organisme, en termes de rapport à la taille, finalement, le paysage, ce n'est pas le paysage de l'homme ou de l'écureuil, c'est finalement quelques mètres dans la parcelle sur laquelle on travaille. Notamment parce que la dispersion, pour certains champignons, pas pour les bio, heureusement, mais elle se fait souvent à petite échelle, l'essentiel de cette dispersion. Soit par transfert au sein de la plante, soit entre plantes par production de racines ou des parties. Et donc, ce qu'on a souhaité développer, c'est plutôt ce changement d'échelle, de finalement passer de concepts qu'on a développés, donc de connectivité, d'effets de la mosaïque, ce qu'on a vu avant, qui sont assez classiques en écologie du paysage, à des approches petite échelle, en se disant que quand on met un couvert végétal, par exemple dans une parcelle, on a plusieurs espèces que l'on a semées, et selon la manière dont on les a semées, elles vont être plus ou moins agrégées dans l'espace et former des habitats qui vont être mélangés. Des habitats favorables, des habitats non favorables, des conditions ou pas entre ces habitats. C'est cette approche micro-échelle qu'on peut voir à l'échelle du paysage aérien, mais aussi à l'échelle du paysage racinaire. Les racines vont former des patchs, plus ou moins emmêlés dans le sol, et liés à ces différentes espèces qu'on a semées. Alors, on essaie de développer un petit peu cela, et après la transposition à l'intérêt agricole, en fait, de mieux comprendre ces effets de micro-échelle. Donc, dans les systèmes simplifiés pour le moment, là, par exemple, on a travaillé sur la notion de corridor écologique. Est-ce que les plantes, ça sert à aider à passer des micro-organismes d'une plante à une autre? Donc, c'est un système ici très simplifié. On a deux patchs. L'un qui est stérile, plus ou moins stérile, sur substrat stérile, qui a été poussé sur substrat stérile, et un qui a été inoculé au départ, c'est pas un inoculat commercial, mais c'est un inoculat, on l'a fait pousser au départ sur du sol riche en micro-organismes. Et on va analyser si le patch qui est un petit peu distant et qui, lui, a priori, a très peu de micro-organismes, si le micro-organisme de là arrive à passer à ici, selon ce qu'on met entre. Donc on les laisse avec un solenu. On va mettre différentes plantes qui servent de corridor et on va analyser au bout de 12 semaines si les micro-organismes qui étaient ici sont passés ici. Alors on observe en fait que entre les deux patchs, on a une différence de diversité. Il y a beaucoup moins de diversité sur le patch qui était au départ stérile et qui est toujours plus appauvri par le patch initial. Et ça de manière, quelles que soient les plantes. Et quand on regarde la composition, là par contre, on voit que ce transfert il a été très efficace pour certains corridors qui présentent les mêmes compositions. Et pour le coup, le témoin, lui, il est resté très différent parce qu'il n'y a pas eu ce transfert efficace entre le patch inoculé riche et le patch stérile. Avec des micro-organismes qui sont particulièrement sensibles à ça, dont on parlait tout à l'heure, les gloméruloplata, qui sont ces champignons symbiotiques, qui, dans le témoin, restent beaucoup plus présents dans les patchs au départ et très peu dans les patchs d'arrivée. Alors que quand on met une plante qui sert de corridor entre ces deux plantes, et ben vous voyez, en fait, ces gloméruloplata, ils sont aussi présents au départ qu'à l'arrivée. Donc, on a bien réussi à transférer ces champignons bénéfiques pour la croissance de la plante.
Alors, à quoi ça sert en fait? De manière concrète, parce que là, on parle de théorie parfois et des manies très simplifiées, mais finalement, quel est le but? C'est d'arriver à voir comment on peut manipuler ces effets du paysage pour mieux favoriser la croissance d'une plante cultivée, donc soit en créant des barrières à dispersion pour des pathogènes, soit en promouvant la dispersion de micro-organismes bénéfiques, soit en maintenant des zones refuges pour les micro-organismes dans les effets, dans le voisinage des cultures, mais il faut savoir du coup quels sont ces réservoirs qui sont importants. Donc, on parle beaucoup d'élèves, mais finalement, c'est à creuser, comme vous avez vu. Parfois, ça peut être. Le rôle de la haie n'est pas forcément bien connu, en fait. D'où la nécessité d'accroître ça, une connaissance là-dessus. Et sur cette approche micro-échelle, on travaille beaucoup sur essayer de comprendre le rôle des adventices dans les cultures, donc des plantes sauvages qui se développent spontanément, pour voir lesquelles pourraient être bénéfiques au microbiote de la plante cultivée, soit parce que c'est des zones refuge de micro-organismes, soit parce que c'est de bons corridors. Le fait qu'elles puissent partager, transmettre leur microbiote. Donc pour le moment, avec des approches très simples, on a la plante cultivée et puis on change son voisinage autour. Donc là, c'est une première expérience où, selon le voisinage autour, vous pouvez voir la diversité, elle varie en fait d'un facteur quasiment double dans la plante cultivée. Ça montre le rôle de ces plantes compagnes de la plante cultivée dans la préservation de la biodiversité microbienne. Le but étant après, en termes de transposition de champ, de travailler sur des mélanges mixtes, de peut-être mettre des bandes fleuries ou d'autres compositions d'ailleurs dans le champ cultivé, ou de juste conserver les adventices pour voir, et notamment celles qui sont positives, pour essayer d'améliorer cette diversité microbienne. Alors on en vient à la vie parce que quand même c'est le projet d'étape. Donc là, le but vraiment, c'est de voir en fait dans cette tâche AR9 qu'on va mener avec Charlotte et puis Amelia, comment on peut, alors c'est qu'un petit bout de la tâche, mais en tout cas l'intérêt c'est de voir comment ces concepts peuvent s'appliquer à la vie. Donc avec l'effet du voisinage que l'on peut regarder sur les éléments semi-naturels, mais aussi les hétérogénéités pratiques. Dans un paysage viticole, vous avez quelque chose d'assez homogène, mais finalement ça n'est pas comme ça. Les porte-greffes sont différents, les pratiques sont différentes, les traitements sont différents. Donc, c'est de vraiment caractériser cet effet de voisinage de la parcelle sur le microbiote et sur les flux qui peuvent être entrants, et notamment liés aux vecteurs de dispersion du milieu. Et puis, c'est de peut-être travailler aussi sur des échelles plus locales avec ces notions de couvert. Donc, Charlotte va mener avec Amina, qui vise à comprendre un peu comment ces couverts peuvent être intéressants pour le microbiote de la vie et sa résistance au milieu. Donc voilà, donc tout ça c'est lié à différents financeurs et donc je suis ravie de pouvoir continuer à travailler sur ces questions, cette fois-ci sur le modèle BIM. Et voilà, c'est des questions.